Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez passer chaque jour et chaque nuit enfermé dans un cylindre métallique. Votre corps reste immobile. Vos poumons sont incapables de respirer sans assistance mécanique. Pendant près de 70 ans, un homme a vécu exactement dans ces conditions. Il s'appelait Paul Richard Alexander et son histoire dévoile l'un des chapitres les plus éprouvants de l'histoire médicale. Vous découvrez cette chaîne? Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Avant de commencer, mettez aussi un pouce à cette vidéo. En 1952, un garçon de 6 ans de Dallas, au Texas, a contracté un virus qui allait changer sa vie à jamais. Ce virus était la poliomyélite, une grave infection qui attaque la moelle épinière et détruit les cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements musculaires. Lorsque la polio envahit le corps, elle circule dans le sang et cible le système nerveux. Les victimes subissent une faiblesse musculaire progressive qui se propage dans tout le corps. Leurs membres deviennent paralysés. Leurs muscles s'atrophient. Dans les cas les plus graves, l'infection atteint le nerf qui contrôle la respiration. À ce stade, les muscles thoraciques cessent de fonctionner. Le patient ne peut ni inspirer ni expirer par lui-même. Sans intervention immédiate, il suffoque en quelques minutes. Cette maladie hante l'humanité depuis des milliers d'années. Des tablettes de pierre découvertes en Égypte, datant de plus de 3400 ans, représentent des personnages aux membres atrophiés et munis de cannes. Ces gravures anciennes prouvent que la polio existait bien avant la médecine moderne. Pendant des siècles, le virus a frappé les populations de manière imprévisible, paralysant des enfants et les laissant handicapés à vie. Cependant, rien ne fut comparable à l'épidémie de 1952. Cette année-là, les États-Unis recensèrent 57 000 infections. Les hôpitaux débordaient de patients paralysés. Les patients vivaient dans une peur constante. L'Europe connut une dévastation similaire. Jamais le monde n'avait connu une épidémie de polio d'une telle ampleur. Les origines de cette crise remontaient à des décennies. En 1916, la ville de New York a connu sa première épidémie majeure. L'épidémie a infecté 20 000 personnes à travers le pays et a tué environ 6 000 d'entre elles. La panique s'est répandue dans les rues. Les piscines publiques fermèrent. Les théâtres baissèrent le rideau. Des familles entières quittèrent la ville en désespoir de cause, espérant échapper à cette menace invisible. La maladie semblait frapper les enfants avec une sévérité particulière. Les médecins de l'époque avaient du mal à comprendre pourquoi. La réponse se trouvait dans le mode de transmission du virus. La polio se propage par les matières fécales contaminées. Le virus quitte le corps par les intestins et peut survivre sur les surfaces, dans l'eau et sur des mains non lavées. Les jeunes enfants, qui mettent souvent leurs doigts dans leur bouche et partagent des jouets sans réelle hygiène, étaient les plus vulnérables. Un seul enfant infecté pouvait transmettre le virus à des dizaines de camarades de jeu avant de montrer le moindre symptôme. Au moment où la paralysie apparaissait, les dégâts étaient déjà faits et l'infection avait déjà atteint d'autres personnes. Les connaissances médicales du début du XXe siècle étaient très limitées. Les médecins ne pouvaient pas observer les virus au microscope. Ils ignoraient ce qui causait la polio et comment l'arrêter. Cette méconnaissance a conduit à des traitements désespérés et dangereux. Des médecins prescrivaient des bains à base de farine d'amande, persuadés que cela ferait sortir la maladie. D'autres tentaient l'électrocution, envoyant des courants électriques à travers les membres paralysés, dans l'espoir de stimuler des nerfs morts. Ces méthodes n'apportaient rien d'autre que davantage de souffrance. Certains médecins allèrent encore plus loin. Un médecin nommé Samuel Meltzer menait des expériences consistant à injecter de l'adrénaline directement dans la colonne vertébrale. Il pensa ainsi réactiver les nerfs endommagés. Au lieu de cela, les patients ressentaient une douleur atroce et voyaient leur état empirer. D'autres médecins injectaient des désinfectants et des produits chimiques dans le liquide céphalorachidien, provoquant inflammation sévère et lésions irréversibles. Ces échecs témoignaient du désespoir d'une communauté médicale confrontée à un ennemi invisible et incompris. Les enfants qui survivaient à l'infection initiale devaient ensuite endurer des années de rééducation douloureuse. Les médecins enfermaient leurs membres déformés dans de lourds plâtres, espérant redresser les os. Des attelles métalliques, pesant plusieurs kilos, étaient attachés à leurs jambes affaiblies. Les jeunes patients passaient des mois dans des services d'isolement des hôpitaux, séparés de leurs familles. Le traumatisme psychologique de cette séparation durait souvent plus longtemps que les symptômes physiques. Les parents ne pouvaient qu'observer leurs enfants à travers des fenêtres,
pendant qu'il luttait seul. Un tournant décisif eut lieu en 1928 lorsque deux chercheurs de l'université Harvard mirent au point une machine qui allait sauver des milliers de vies. Philip Drinker et Lewis Shaw inventèrent le premier ventilateur à pression négative. Leur invention fonctionnait sur un principe simple. Lors d'une inspiration normale, le diaphragme se contracte et élargit la cage thoracique. Cette expansion crée une pression négative dans les poumons, aspirant l'air par le nez et la bouche. La machine de Drinker et Shaw reproduisait ce mécanisme de façon artificielle. Le patient s'allongeait à l'intérieur d'un grand cylindre métallique, seule la tête dépassant à l'une des extrémités. Un col en caoutchouc scellait l'espace autour du cou. Un moteur fixé au cylindre aspirait l'air hors de celui-ci, créant un vide à l'intérieur. Ce vide tirait la poitrine du patient vers l'extérieur, dilatant ses poumons et aspirant de l'air frais. Ensuite, le moteur relâchait le vide, permettant à la poitrine de s'affaisser et d'expulser l'air. Ce cycle se répétait 12 à 18 fois par minute, imitant la respiration naturelle. Cette invention devint célèbre sous le nom de poumon d'acier. Les premiers modèles utilisaient des aspirateurs modifiés pour créer ces variations de pression. Ils étaient bruyants et peu fiables. Drinker améliora le dispositif en remplaçant les aspirateurs par des soufflets mécaniques, plus réguliers et plus silencieux. Il envisagea même des ventilateurs de la taille d'une pièce, capables d'accueillir plusieurs patients à la fois. En 1931, un ingénieur nommé John Haven Emerson apporta des améliorations majeures. Son modèle était plus silencieux, demandait moins d'entretien et coûtait environ $1000, soit la moitié du prix du modèle original de Drinker. Ce coût permit à de petits hôpitaux et à des zones rurales d'en bénéficier. Un industriel britannique, Sir William Morris, prit conscience de l'urgence. Il fit don de plus de 5000 poumons d'acier aux hôpitaux de Grande-Bretagne et du Commonwealth. À valeur actuelle, ce don représenterait environ 95 millions $. La rencontre de Paul Alexander avec la polio commença lors d'une chaude journée d'été à Dallas. Le garçon jouait dehors lorsqu'il se mit à se sentir mal. Sa mère remarqua qu'il était fatigué et fiévreux. Elle appela le médecin de famille, espérant être rassuré. Après avoir écouté la description des symptômes, le médecin lui dit de ne pas s'inquiéter. Les hôpitaux de Dallas étaient déjà saturés de patients atteints de polio. Il conseilla de garder Paul à la maison et d'attendre que la fièvre tombe. Ce conseil faillit coûter la vie à Paul. Dans les jours qui suivirent, l'état de Paul se dégrada rapidement. La fièvre monta. Son cou se raidit. Ses membres s'affaiblirent. Lorsque ses parents l'emmenèrent en urgence à l'hôpital, il ne pouvait plus bouger, ni les bras, ni les jambes. Les muscles de sa poitrine ne fonctionnaient plus. Il devenait bleu par manque d'oxygène. Les médecins reconnurent une polio bulbaire, la forme la plus grave de la maladie. Une trachéotomie d'urgence fut pratiquée afin de contourner le liquide qui envahissait ses poumons. L'intervention lui sauva la vie, mais les dégâts neurologiques étaient irréversibles. À son réveil, Paul se retrouva enfermé dans un tube de métal froid. Son corps reposait sur un lit coulissant à l'intérieur du poumon d'acier. Un miroir placé au-dessus de sa tête lui permettait de voir la pièce derrière lui. Il entendait le souffle régulier des soufflets qui faisaient entrer et sortir l'air. Il était incapable de bouger quoi que ce soit en dessous du cou. Le virus avait détruit presque tous les neurones moteurs de sa moelle épinière. Autour de lui, dans le service, des dizaines d'autres poumons d'acier abritaient d'autres enfants. Paul vit certains mourir au cours de ses premières semaines effroyables. Les infirmières emmenaient discrètement les machines contenant des corps sans vie. Les survivants restaient prisonniers, ne respirant que grâce au fonctionnement continu de leur appareil. Paul passa les 2 années suivantes à l'hôpital, apprenant à vivre avec cette nouvelle réalité. Des thérapeutes lui enseignèrent la respiration glossopharyngée, aussi appelée respiration de grenouille. Elle consiste à avaler de petites quantités d'air et à les pousser dans les poumons à l'aide de la langue et de la gorge. Paul s'entraîna sans relâche. À 8 ans, il parvenait à respirer seul pendant de courtes périodes. Peu à peu, il réussit à rester plusieurs heures hors de la machine. Ces moments lui offraient une liberté précieuse, loin du cylindre qui était devenu son domicile permanent. À l'intérieur du poumon d'acier, Paul développa des capacités étonnantes. Il apprit à écrire et à peindre à l'aide d'un bâton tenu entre les dents. Il serra un stylo ou un pinceau dans sa bouche et bougeait la tête pour former lettres et images. Le miroir au-dessus de lui devint sa fenêtre sur le monde. Il dévorait les livres,
aidé par quelqu'un qui tournait les pages ou par un dispositif spécialisé. Son esprit restait vif, même si son corps demeurait immobile. Sa détermination s'étendit à son éducation. À une époque où les enfants handicapés étaient souvent exclus du système scolaire, Paul revendiqua le droit d'apprendre. Les écoles de Dallas n'étaient pas équipées pour accueillir un élève incapable de se déplacer. Paul étudia donc à domicile, réalisant ses devoirs avec son bâton buccal et récitant ses leçons à des enseignants venus chez lui. Il obtint son diplôme de fin d'études secondaires sans jamais mettre les pieds dans une salle de classe, terminant major de sa promotion. Son excellence académique attira l'attention de plusieurs universités texanes. L'Université méthodiste du Sud refusa toutefois sa candidature, estimant ne pas pouvoir accueillir un étudiant vivant dans un poumon d'acier. Paul refusa cette décision. Il mena pendant 2 ans une campagne acharnée, écrivant des lettres, rencontrant des responsables et médiatisant son histoire. Finalement, l'université céda. Paul assista aux cours en personne, entrant dans les amphithéâtres à l'intérieur de son poumon d'acier portable. Il a ensuite été transféré à l'Université du Texas, où un logement universitaire fut spécialement aménagé pour son équipement. En 1978, il obtint son diplôme universitaire. Il poursuivit ensuite ses études à la faculté de droit. Certains professeurs doutaient qu'un étudiant paralysé puisse supporter la rigueur des études juridiques. La formation exigeait de longues lectures, des heures de travail et des plaidoiries orales. Paul releva tous ces défis, prenant des notes avec son bâton buccal et s'appuyant sur une mémoire exceptionnelle. En 1984, il obtint son diplôme de droit et réussit l'examen du barreau. Il ouvrit son propre cabinet, conseillant ses clients depuis son poumon d'acier, dictant des documents et menant ses consultations depuis sa chambre métallique. Après des décennies de fonctionnement continu, la machine de Paul commença à s'user. En 2015, le poumon d'acier fonctionnait depuis plus de 60 ans. Les pièces tombaient en panne. Les soufflets fuyaient. Le moteur peinait à maintenir une pression stable. Les hôpitaux modernes ne disposaient plus de pièces de rechange pour ces appareils obsolètes. Les techniciens capables de réparer ces machines avaient pris leur retraite ou étaient décédés. Paul se retrouva face à la perspective terrifiante d'une panne définitive. Désespéré, il publia un appel vidéo sur Internet expliquant sa situation et demandant de l'aide. La vidéo se propagea rapidement sur les réseaux sociaux. Un passionné de machines anciennes, vivant dans le sud des États-Unis, reconnut les composants. Il se rendit à Dallas avec des pièces récupérées dans des musées et des entrepôts de matériel médical. Avec patience et précision, il remit le poumon d'acier en état de marche. Grâce à l'intervention de cet inconnu, Paul reçut une seconde chance de vivre. Durant ces dernières années, il se consacra à raconter son histoire. Il écrivit des mémoires intitulées « 3 minutes pour un chien », en référence à sa technique respiratoire. Toutes les 3 minutes de respiration de grenouille lui permettaient d'obtenir assez d'oxygène pour prononcer quelques mots ou accomplir une tâche. Il tapa l'intégrité du livre à l'aide de son bâton buccal, lettre après lettre, sur un clavier placé devant son visage. Le processus dura 8 ans. Le livre achevé offra un témoignage bouleversant de la vie à l'intérieur d'un poumon d'acier. La vie de Paul se déroula parallèlement au combat médical qui finit par vaincre la polio. Tout commença avec le président Franklin Delano Roosevelt qui contracta la maladie en 1921 à l'âge de 39 ans. Il resta paralysé des jambes et ne pouvait se tenir debout sans attelle ni assistance. Malgré son handicap, Roosevelt fut élu président en 1932 et exerça 4 mandats. Il fonda la Fondation nationale contre la paralysie infantile afin de financer la recherche et d'aider les victimes. Un animateur radio, Eddie Cantor, proposa d'inviter les Américains à envoyer des pièces de 10 cents à la Maison-Blanche. La campagne fut baptisée March of Dimes ou Marche des 10 sous. L'élan de solidarité dépassa toutes les attentes. Des lettres remplies de pièces affluèrent. Des écoliers donnèrent leur argent de poche. Des ouvriers versèrent une part de leur salaire. Un avocat, Basil O'Connor, prit la tête de la fondation et mena la collecte avec une énergie infatigable. Au fil des années, l'organisation réunit ce que l'on décrivit comme un demi-milliard de pièces de 10 cents. Cette somme colossale finança des laboratoires à travers le pays, tous engagés dans la recherche d'un vaccin. La percée eut lieu en 1952, l'année même où Paul fut infecté.
Un chercheur de l'université de Pittsburgh, Jonas Salk, découvrit comment inactiver le virus tout en déclenchant une réponse immunitaire. Il cultiva le virus sur des cellules rénales du singe, puis le traita au formaldéhyde afin de le neutraliser sans altérer sa structure. Injecté à l'homme, ce virus inactivé stimulait la production d'anticorps sans provoquer la maladie. Pour prouver sa confiance, Salk s'injecta le vaccin en lui-même ainsi qu'à son épouse et à leurs 3 fils. La plus vaste expérimentation médicale de l'histoire fut alors lancée. En 1954, environ 1 800 000 enfants reçurent soit le vaccin de Salk, soit un placebo. Ils furent appelés les pionniers de la polio. Leurs parents espéraient protéger les générations futures. Le 12 avril 1955, les résultats furent annoncés. Le vaccin était efficace contre les 3 souches du virus. Les cloches sonnèrent à travers le pays. Jonas Salk devint un héros national. Un autre chercheur, Albert Sabin, développa une approche différente, reposant sur un virus vivant atténué, administré par voie orale, souvent sur un sucre. Ce vaccin, plus facile à distribuer, entra en usage en 1961. La combinaison des vaccins de Salk et de Sabin porta un coup dévastateur au virus. En 1952, on comptait 45 000 cas de polio aux États-Unis. En 1962, ils étaient moins de 1000. En 1979, la polio sauvage avait disparu du pays. La lutte mondiale se poursuivit pendant des décennies, jusque dans les régions les plus isolées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Les équipes de santé vaccinèrent des enfants dans des zones de guerre et des camps de réfugiés, traquant chaque foyer de contamination. En 2020, les cas mondiaux étaient tombés à quelques centaines par an, contre des centaines de milliers au sommet de l'épidémie. Le virus qui avait paralysé des millions de personnes était proche de l'éradication. Paul Alexander vécut assez longtemps pour voir cette victoire. Il resta l'une des dernières personnes au monde à dépendre quotidiennement d'un poumon d'acier. Les respirateurs modernes existaient, mais il préférait la machine qui l'avait accompagné pendant près de 70 ans. Il devint un symbole de résilience, incarnant à la fois l'horreur de l'ère de la polio et la force de ceux qui y survécurent. En 2014, le Rotary Club l'honora en reconnaissance de son rôle de témoin vivant de cette lutte. Sa présence rappelait au public ce que la maladie avait détruit et ce que l'humanité avait réussi à accomplir pour la vaincre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce. Cliquez à l'écran pour en voir d'autres et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.